Emmanuel Valette, souvent Wikicrate sur les réseaux sociaux. Je suis un des membres fondateurs et porte-parole de l'association Les Citoyens Constituants, qui a été créée en 2013. Le RIC n'est pas dans nos statuts, mais c'est une conclusion normale et évidente pour tout le monde, ce qui est tellement évidente qu'on n'a pas prévu d'en parler. Enfin, je parle de notre charte plutôt que de nos statuts, parce qu'on a un RIC interne dans l'association, où on peut révoquer aussi le président ou un porte-parole sur RIC interne. Bien que je sois porte-parole, je ne peux pas... je vais parler à titre personnel, parce que nous sommes une association démocratique, et donc toutes les réponses que je vais faire là auraient dû être débattues en Assemblée générale pour que je puisse en porter la parole en tant qu'association. Le rôle du porte-parole, en fait, se résume dans notre association à porter les valeurs de la charte, et puis les choses qui sont un petit peu, qui en découlent tout naturellement. Mais le RIC et les questions pointues que vous allez me poser sont beaucoup plus élaborées pour que je puisse prétendre en parler en tant qu'association. Alors les différents types de RIC, dans notre réflexion, on avait commencé par dans le débat citoyen, RIC abrogatoire, révocatoire, législatif, constitutionnel, etc. Et puis après, on a suivi en toute matière, parce que c'est vrai que quand on y réfléchit bien, on peut penser aussi qu'on peut avoir envie de révoquer un fonctionnaire, qu'on peut avoir envie un fonctionnaire de police qui agit mal, mais même, pourquoi pas, un médecin ou enfin, n'importe quel fonctionnaire qui représente, en fait, qui représente les citoyens, enfin, à qui les citoyens délèguent un pouvoir public. Voilà. Tout titulaire et même une action en justice. On a actuellement, pour mener une action en justice, le parquet qui peut se saisir. Eh bien, pourquoi est-ce que les citoyens ne pourraient pas se saisir et décider d'une action contre une entreprise, une multinationale? On n'a pas travaillé spécifiquement au niveau local, pour la bonne raison. Donc, c'est un petit peu difficile de tout détailler, mais ouais, je considère que tout ce qu'on fait au niveau national peut être décliné au niveau local. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais vous parler du niveau national qu'on n'est pas pour le RIC local. Mais il y a des spécificités des demandes, quelque chose qui ne concerne que le local. Eh ben, on ne va pas faire un RIC national pour ça. Il faut que le local puisse avoir son RIC. Chaque citoyen doit pouvoir faire remonter une initiative. On va parler de référendum quand on arrive au référendum, mais avant que ce soit un référendum, c'est une initiative, une proposition d'initiative. La pétition est quelque chose qui semble assez évident quand on veut fédérer des gens et montrer à partir du moment où on veut aboutir à un référendum, c'est-à-dire qu'on va présupposer qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord et même une majorité de gens. Donc la première chose à faire, c'est de montrer déjà qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent cette initiative. Donc la pétition est un bon déclencheur. Maintenant, une pétition signée dans la rue, sur les réseaux sociaux et tout ça, n'a pas de valeur juridique. Donc on pense passer à une autre étape. Dès qu'on atteint un petit seuil, dès qu'on atteint une centaine de signatures, à ce moment-là, on pourrait faire enregistrer l'initiative auprès d'un serveur officiel. Ça pourrait être referendum.gouv.fr par exemple. Et à partir du moment où elle serait enregistrée, il y aurait à la fois une documentation des pour et des contre qui serait équilibrée sur le serveur, et puis il y aurait des procédures qu'il faudrait, comme on le voit pour le RIC actuellement, mais plus souples et moins fermées, pour s'assurer que les gens qui votent sont bien des personnes physiques qui ont le droit de voter. Pour moi, tout représentant des pouvoirs publics exerce un pouvoir au nom des citoyens et doit pouvoir être révoqué par les citoyens. Donc évidemment, pour mobiliser un référendum, il faut que ça soit quelque chose de grave et d'important et de refusé par les pouvoirs. Parce qu'avant d'en arriver à demander un RIC, on peut s'adresser peut-être à des représentants. D'une façon générale, on ne prétend pas non plus, nous, écrire de façon pointue tout. Étant démocratique, on verse ça dans le débat citoyen et c'est aux citoyens d'écrire les règles du RIC que l'on veut. Et forcément, des règles applicables et réalistes. Et pour que ça soit applicable et réaliste, il faut qu'elles bénéficient d'un environnement
qui leur permettent de s'appliquer, à savoir des médias équilibrés, etc. Donc on va y revenir après. Mais c'est pas, on ne prétend pas, nous, vouloir imposer un RIC fermé où tout est prévu. Alors, pour moi, n'importe quel citoyen peut lancer l'initiative de façon informelle sur les réseaux sociaux ou sous forme de pétition. J'ai commencé à détailler un petit peu tout à l'heure en parlant qu'il y avait d'abord une pétition informelle jusqu'à 100 personnes. Alors, dans cette pétition informelle, comme c'est informel, ça peut être tout habitant, qu'il soit majeur, pas majeur, français, pas français. Et dès qu'on arrive aux 100 signatures, à ce moment-là, on rentre dans le... pas dans le régalien, dans le... là, il y a des notions de la citoyenneté qui doivent s'appliquer. On doit vérifier qui est citoyen, qui a le droit, qui n'a pas le droit. Donc tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et quant aux contraintes d'âge, eh bien, on a actuellement une contrainte d'âge pour voter, qui est la majorité à 18 ans. Si on voulait s'amuser à ça, ça serait tout un débat. Donc on va en rester aux 18 ans, et puis sachant qu'on bénéficie du RIC pour changer cet âge-là, on bénéficie du RIC pour changer d'autres contraintes légales ou pénales, sur la nationalité. Si on veut ouvrir ça à des étrangers, un RIC peut décider d'ouvrir les RIC aux étrangers, et puis les zones géographiques, je dirais que là c'est pareil, on parlait du RIC national ou local. Si on est dans le local, ça serait des contraintes locales, mais voilà, c'est des idées générales. Quand quelqu'un lance une pétition, il prend l'initiative de lancer une pétition. Alors maintenant, il faut voir quelle est la suite qu'il compte y donner. Est-ce que c'est une pétition de parents d'élèves pour ouvrir une classe supplémentaire? Si ça aboutit comme ça, ou qu'il laisse tomber, ça reste une pétition. Si à un moment donné, il s'oppose à des refus et qu'il veut en arriver à faire un RIC local, eh bien, à un moment donné, dès qu'il aura atteint... Alors j'ai parlé de 100, je pensais au niveau national, mais j'ai dit qu'on pouvait adapter ça au niveau local. Peut-être que si on est au niveau d'une localité, d'une petite ville, peut-être que le seuil, ça peut être 10. Donc on est ouvert à ça. Mais à partir du moment où on n'aboutit pas et qu'on veut continuer et qu'on ne veut pas lâcher le morceau, eh ben, il faut en passer par une démarche d'initiative. Non, alors moi je vois pas de raison de faire des limitations. Le peuple souverain doit pouvoir décider de tous les actes de sa souveraineté. La seule limitation, ce n'est pas au niveau des modalités ou des sujets, c'est plutôt des limitations de circonstances. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Et quand, en cas de catastrophe naturelle ou de guerre ou d'état d'urgence, là, il est évident que tout est chamboulé et on est obligé de s'adapter aux circonstances. Donc il y aura des limitations de fait, mais qu'on peut peut-être prévoir, mais nous, on n'a pas porté la réflexion jusqu'à ce niveau-là. Mais bien évidemment, en cas de guerre, on ne va pas dire, voilà, on est en train de recevoir une bombe atomique, est-ce qu'on fait un RIC pour savoir si on répond? Oui, alors j'avais un petit peu anticipé cette question-là dans mes réponses. Donc n'importe quel citoyen peut lancer une initiative de façon informelle. J'avais dit citoyen, ça peut même être un nom national, quelqu'un qui habite dans un quartier les initiatives, c'est des idées au départ. Donc pourquoi limiter les bonnes idées au fait d'être un citoyen enregistré à la nationalité, etc. Par contre, c'est la décision qui doit être citoyenne après. Mais c'est pour ça que dans ce processus-là, il y a d'abord une phase de pétition où tout le monde peut signer, citoyen, pas citoyen, majeur, pas majeur. Et dès qu'on arrive aux choses sérieuses, dès qu'on arrive à avoir 100 signatures, à ce moment-là, on rentre dans une phase, on va dire... avant, j'utilisais le mot régalien, il paraît qu'il ne faut pas utiliser ça parce que ça signifie le roi, mais une phase pouvoir public, gestion des pouvoirs publics, où on rentre ça donc au niveau d'un serveur officiel, où là, faudra montrer, pas patte blanche, mais nom, nationalité, date de naissance, carte
alors je préfère pas dire des lecteurs, mais il y aura peut-être d'autres numéros à mettre en place. Et dans cette phase 2, à ce moment-là, alors il n'y a pas de délai, sauf que, bien évidemment, si on se retrouve sur le serveur avec au fur et à mesure des années, avec des milliers de pétitions qui sont plus signées, qui sont tombées en désuétude, on peut fixer un seuil. Alors j'ai pensé comme ça, tant qu'il y a 10 signatures par mois, eh ben, on garde l'initiative dans le serveur. Si à un moment donné on tombe en dessous du seuil, bah, on considère qu'elle n'a pas atteint le seuil pour être traitée, bah, à ce moment-là on la laisse tomber, et puis on enlève, histoire de faire un peu de ménage dans les fichiers, et puis libre à chacun de relancer une initiative qui remportera plus d'adhésion. Alors pour moi, il y a 4 niveaux de validation. Je ne vais pas redétailler le premier niveau qui est la pétition pour arriver à 100 signatures, puisque j'en ai parlé avant. Et ensuite, une fois qu'on est dans le serveur, la grande idée qu'on a partout et qu'on lit partout, c'est dès qu'on atteint un certain seuil, 1 million, 100 000, 1% du corps électoral, etc., là, on va déclencher le référendum. Là, il s'agit d'une toute autre approche. C'est-à-dire qu'on va pas... parce que dès qu'on fixe un seuil, le même seuil sera toujours considéré comme trop haut pour certains et trop bas pour d'autres. Et puis, si on le met trop bas, on va avoir peur de noyer les citoyens avec trop de référendums. Si on le met trop haut, on va avoir peur que ça soit inaccessible. Et les deux remarques sont tout à fait justes. Donc, comment trouver un processus pour éviter ça? Eh bien, c'est pas de fixer un seuil. On ne fixe pas un seuil, mais par contre, on dit on crée une chambre des référendums qui va traiter les référendums les initiatives les plus signées. Et donc, on prend les 3 initiatives les plus signées. Cette chambre de référendum est donc une chambre de 60 citoyens tirés au sort et qui regardera sur le serveur à chaque fois quand ils auront traité une initiative, bah, ils regardent la suivante. Et donc, ils regardent les 3 les plus signés. Ils peuvent choisir parmi les 3, pas forcément celle de tête. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ils sont plus en phase avec une autre, ou une qui leur paraît plus urgente. Donc, en tant que citoyens tirés au sort, ils représentent aussi le peuple dans sa représentation sociologique. Donc, ils peuvent décider de prendre la 3 en premier, etc. Mais celle qui est en tête ne peut pas être recalée plus de 3 fois de suite. C'est-à-dire qu'ils sont à un moment donné quand même obligés de... Donc forcément, celle qui est en deuxième va passer en tête. Donc toutes les pétitions sont quand même traitées, mais il y a une certaine marge de manœuvre. Donc je parle de traiter la pétition ou l'initiative. Ça ne veut pas dire on fait tout de suite un référendum. Non, il y a un processus beaucoup plus de filtrage, parce que une pétition en tête peut très bien être le résultat de signatures ordonnées par un lobby. Par un gros lobby industriel fait signer tous ses salariés, ou un groupe d'intérêts qui a des intérêts tout à fait différents de l'intérêt général peut très bien arriver à faire mettre en tête quelque chose et le faire traiter. Donc il est important qu'il y ait un filtrage, et ce filtrage, c'est cette chambre des référendums. Donc la chambre des référendums de 60 citoyens, on la divise en 3 collèges. Alors, donc là, c'est vraiment c'est une initiative personnelle que j'ai élaborée, mais je l'ai fait valider dans un atelier constituant. Donc cette démarche-là a quand même un caractère collectif, même si ce n'est pas celui de l'association. Il y a des citoyens qui ont travaillé avec moi sur cette question-là et qui ont validé. Donc on crée 3 collèges de 20 citoyens parmi les 60, un qui se charge d'identifier quels vont être les gens à auditionner, un petit peu comme vous avez fait, vous, en identifiant des experts pour le RIC, et puis les 2 autres collèges qui vont travailler indépendamment en auditionnant ces experts-là, en débattant indépendamment. Donc, travailler à 20, ça veut dire aussi travailler en petits groupes. Ça peut être 3 ou 4 petits groupes de gens qui vont élaborer des choses et puis se regrouper, etc. Et ils feront des votes séparés dans les 2 collèges qui vont y travailler. Et il faut que, pour valider une initiative, il faut qu'il y ait 15 voix contre 5 dans chacun des 2 groupes. Et si on n'arrive pas à faire 15 voix contre 5 dans les 2 groupes, à ce moment-là, il faut qu'il y ait au moins 12 voix sur 40 dans l'ensemble des 2 groupes. Alors ça c'est pour valider le fait que l'initiative
est OK. On est suffisamment nombreux quand on est comme ça. Enfin, il y a un quorum suffisamment important pour dire qu'il n'y a même pas besoin de faire un RIC. On peut valider, on peut transmettre l'initiative pour la faire appliquer, étant donné que si jamais c'était un RIC d'ordre constituant, là, il faut obligatoirement passer par un référendum dans tous les cas. Si la Chambre des référendums est à moins de 5 voix contre 15, à ce moment-là, il y a une majorité tellement faible. J'ai quand même oublié un aspect important. Avant de faire ces votes et ces débats, il y a les auditions des experts. J'ai parlé qu'il y avait un des 3 collèges qui va identifier des experts. Donc, c'est les votes dont je viens de parler là, j'aurais dû dire tout ça avant, il faut qu'ils soient auditionnés, il faut que la Chambre des référendums puisse leur poser des questions, puisse éventuellement les faire venir en confrontant leur point de vue. C'est un petit peu comme si vous, après avoir auditionné les experts, vous aviez dit, tiens, un tel il est intéressant, un tel il est intéressant, on va les faire revenir tous les deux, on voudrait qu'ils échangent ils ont des arguments tout à fait intéressants mais différents, on voudrait les voir débattre devant nous. Donc des choses comme ça peuvent être faites, et c'est à l'issue de ces débats-là que les votes dont j'ai parlé et les majorités. Alors si on est donc à la forte majorité, on peut valider sans référendum, parce que ça sera une majorité éclairée. Si on est à une très faible majorité, on peut rejeter sans référendum. Et dans la phase où on est entre 5 et 15 voix pour, donc la phase d'incertitude, à ce moment-là, soit on va au référendum, parce qu'on voit que c'est quelque chose de clivant, sachant que toutes les éditions seront, comme les vôtres ici, publiques, et donc tous les citoyens et la presse sera amenée à faire état des débats et des auditions. Donc voilà comment on fait ce filtrage-là. Donc ça aboutit à rejeter certaines initiatives qui sont clivantes, ça aboutit à valider certaines initiatives qui font consensus, et on va dans le référendum pour les autres. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait trop de référendums. Il est prévu que la Chambre des référendums, parmi les gens qui auditionnent, et ça doit même être les premiers qui auditionnent, j'aurais dû le dire, merci de poser la question, il y a les initiateurs de la pétition. Et donc, il peut être décidé avec eux de clarifier le texte, de le reformuler, de rajouter des choses, et même, on peut même penser que, mais ça, on n'a pas élaboré là-dessus, que dans la phase, avant d'arriver dans les 3 en tête, il pourrait y avoir des gens de la Chambre de référendum qui identifieraient le fait qu'il y ait des pétitions qui se rejoignent, des initiatives qui sont proches les unes des autres. Et ça j'en ai plus traité à la fin sur la faiblesse du dispositif qu'on teste. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un référendum, je ne sais pas, pour valider l'euthanasie dans telle circonstance. S'il y a quelqu'un qui serait contre mon référendum, au lieu de laisser le truc et de faire campagne contre, pourrait très bien noyer ma proposition avec d'autres propositions en faveur de l'euthanasie, qui seraient un peu voisines, qui me plairaient peut-être d'ailleurs comme proposition, mais qui disperseraient les voix de mon initiative vers les autres. Ce qui fait que là où il pourrait y avoir, par exemple, 1 million de gens qui voudraient mon initiative, on se répartirait avec 10 000 voix sur 100 pétitions qui seraient proches de la mienne. Et donc, elle n'atteindrait jamais le tiers de tête. Alors, quand on parle de mener une campagne, la première idée qui vient, c'est d'équilibrer les temps de parole des pour et des contre. Ça semble être une bonne idée dans certains cas, mais il y a un biais à ça. C'est que quand on soumet une idée nouvelle, qui est inconnue des gens, tant que les gens n'ont pas compris vraiment de quoi il s'agit, qu'ils n'ont pas pu mener la réflexion là-dessus, si on reste sur une égalité du temps de parole entre l'idée nouvelle et puis les vieux poncifs que les gens ont dans la tête depuis qu'ils sont tout petits, eh bien, la nouvelle initiative n'a aucune chance de passer. Donc, je préconise qu'il y ait 2 temps. D'abord, un temps où on laisse les gens qui ont mené l'initiative bien expliquer et donc avoir un plus grand accès aux médias que leurs contradicteurs pour expliquer exactement de quoi il s'agit.
Et puis une fois, alors ça doit pas être toute la campagne, hein, ça doit représenter peut-être le premier tiers ou le premier quart du temps consacré au débat. Et puis une fois qu'il y a eu cette possibilité-là, eh bien là on revient à une stricte égalité des pour et des contre, avec des débats avec temps de parole équilibré, avec de façon à ce que les gens qui suivent ces débats-là aient pu avant être informés des choses. Et ça n'exclut pas d'ailleurs que bon, sur le net, après, chacun, il n'y a jamais de temps de parole équilibré sur le net. Les gens peuvent très bien aller ne regarder que les vidéos pour ou que les vidéos contre, mais qu'il y ait des espaces de débat à temps de parole égaux me semble important en fin de parcours. Sur la question de l'âge, de la nationalité et des droits civiques, ça recoupe une question qui avait été posée là-dessus, où j'avais dit qu'on en reste aux critères de majorité et de citoyenneté actuels. Et pourquoi ça? C'est parce qu'après, il peut y avoir un RIC pour faire évoluer ça. Et que si ça doit évoluer, ça doit être une décision du peuple. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question du financement dans la question juste avant. Et je ne veux pas l'éluder quand même parce que c'est important. Il faut pas que le RIC soit réservé à des gens qui ont les moyens de faire une campagne. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le serveur et que l'initiative est sélectionnée, eh bien, il faut que ça soit financé sur fonds publics, que tous les débats soient financés sur fonds publics. Il n'est pas question de favoriser un lobby qui a les moyens de payer par rapport à un citoyen qui a une bonne idée contre les lobbies. Donc, je ne veux pas non plus perdre le reste, les modes de scrutin. Alors là, c'est pareil, on a un mode de scrutin qui me plaît pas forcément là, mais enfin, c'est dans le débat citoyen de mettre le RIC, c'est là qu'il faut en discuter. Moi, j'aime bien l'idée du vote majoritaire. Maintenant, si on veut en préciser les modalités, je pense que ça doit être le fruit de débats citoyens quand on écrit le RIC. Et on ne peut pas imposer une méthode. Par contre, par le RIC, on peut décider de faire un vote à points, un vote au scrutin majoritaire. Quant à la fixation de la date du vote, il n'y a pas que c'est pas que idéologique, il y a aussi des raisons pratiques, du genre un calendrier des votes précédents, le fait de ne pas trop saturer les gens. Donc on peut... ça va me permettre là je parle du pouvoir exécutif, mais ça va me permettre d'introduire la CPT. Alors la CPT, c'est la Constitution provisoire de transition. Alors pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? C'est parce que je parle du pouvoir exécutif et qu'on est habitué au pouvoir exécutif actuel. Or, moi je situe ça je situe le RIC idéal dans un autre cadre institutionnel qui serait d'une constitution écrite par les citoyens. Et la CPT est un projet en cours qui est disponible sur le net, où le pouvoir exécutif, en fait, n'a qu'un rôle d'exécutant. C'est la Constitution provisoire de transition. Pourquoi provisoire? C'est parce qu'on est... justement, il faut que ce soit les citoyens qui écrivent la Constitution définitive, donc une assemblée constituante, etc. Mais dans la Constitution provisoire, donc, le pouvoir exécutif est constitué d'administratifs. Tout ce qui est au niveau national peut être fait au niveau local, et on peut imaginer tout ce qu'on veut. Ça peut être régional, ça peut être départemental, ça peut être municipal. Mais à chaque fois, effectivement, il faudra prévoir des modalités, des chiffres, etc. Une petite chambre des référendums municipaux, une petite chambre... voilà. Le tout, c'est que ça soit... que les gens qui sont... faut que ça soit fait par le tirage au sort, et il faut s'assurer que le nombre de gens tirés au sort soit suffisamment grand pour ne pas avoir de biais d'erreur statistique. C'est-à-dire que je pense que même au niveau d'une municipalité, c'est pas forcément parce que la municipalité est plus petite qu'il faut moins de 60 personnes dans la chambre tirée au sort. Alors il est évident qu'il s'il y a 60 habitants, à ce moment-là, on fait ça, on règle cette question-là dans la salle de la mairie et chacun vote, et il n'y a même pas besoin de faire des référendums et tout ce tralala, on va dire. Il faut que la démocratie locale puisse se faire par le vote de tous les citoyens. Alors là, derrière la première partie de la question, moi j'entends
la question sous-jacente du reconnaissance du vote blanc. Donc, là, je pense qu'il est important, même si on ne touche pas au mode de scrutin, etc., de considérer qu'un référendum ne peut être validé que si 50% des inscrits ont voté. Donc, ça inclut les abstentionnistes, ça inclut les votes blancs, etc. À partir du moment où, si dans le pays il y a 40 millions d'inscrits, bah, il faut 20 millions de voix oui, et peu importe qu'ils soient abstentionnistes ou vote blanc, parce que sinon, bah, on ne peut pas se présumer de la volonté du peuple. Si ce n'est pas atteint, et parce que les gens s'en foutent et que c'est quelque chose qui les intéresse pas, à ce moment-là, 2 mois après le premier scrutin, on organise un deuxième scrutin, et où là, on demande soit 50% des inscrits toujours, ou alors 60% des votes exprimés. C'est-à-dire que ça permet aux gens qui pensaient que ça serait acquis et qui ne se sont pas déplacés, ou qui ont voté blanc, etc., de se voter, ou même, là actuellement, dans le système actuel, les inscrits, on peut aussi augmenter le nombre des inscrits entre les deux. Là, il y a des périodes actuellement pour s'inscrire. Ben moi, je pense qu'il faudrait pouvoir s'inscrire à n'importe quel moment. C'est-à-dire que ça laisse à des gens qui n'étaient pas inscrits la possibilité de s'inscrire. Et je pense qu'en mettant un quorum de 60% des votes exprimés, eh ben, on s'affranchit de ceux qui ont vraiment un empêchement physique pour s'exprimer. Et qui, de ce fait-là, ont fait tomber le nombre des votants. Alors, en cas de succès, résultat a-t-il valeur de loi? Oui, sauf si la question implique elle-même des délais ou des restrictions sur le fait que, attention, on vous demande de voter oui, mais ce n'est pas pour faire une loi tout de suite. Donc, je ne sais pas, j'ouvre la possibilité, mais oui, sinon, et le protocole de promulgation, bah, il peut être défini dans la question aussi. L'impact sur les institutions européennes, peuvent-elles empêcher la reconnaissance du résultat? Moi, je dirais que toute incompatibilité d'une décision référendum avec les institutions européennes, elle est supposée avoir été signalée pendant la campagne. C'est-à-dire que si les partisans du non n'auront pas manqué de dire, attention, vous ne pouvez pas dire oui, puisque c'est contraire aux lois européennes. Et si le peuple français, malgré ça, souverain, dit oui, eh bien, on considère qu'il a fait son choix en connaissance de cause et qu'il a décidé de violer les institutions européennes. Donc, soit en décidant d'en sortir, soit en décidant de prendre le risque de s'en faire exclure, soit en décidant de vouloir les faire évoluer, peu importe, mais la décision s'applique en tout état de cause. Quant au délai, pour moi, il n'y a pas de délai, hormis le délai là, qui est discutable, hein, des 2 mois que j'ai mis entre le premier et le deuxième scrutin, et il n'y a pas de délai. Et en cas de refus de référendum, c'est pareil qu'en cas d'acceptation, il n'y a pas de... et pour moi, il n'y a pas de délai avant de représenter la même question au référendum, sachant qu'on reprend toute la procédure à zéro avec les pétitions, atteindre le tiercé de tête des signatures, etc. Donc ça imposera un délai de fait. Il n'y a pas besoin d'en rajouter un. Dès le lendemain, n'importe qui peut reposer la même question. Oui, alors là, on va rentrer un peu plus dans où je parle de la CPT, parce que je n'ai aucune illusion sur le fait qu'un gouvernement issu de la Ve République va écrire ou admettre un RIC tel que je le définis là. Donc, il faut vraiment se mettre en situation où le peuple reprend le gouvernail pour pouvoir écrire ces règles-là. Si on laissait nos élus actuels, nos représentants, entre guillemets, qui ne nous représentent pas parce qu'ils ne nous ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, écrire le RIC, ils mettraient un rikiki, dont l'effet sera marginal. Et donc, il faut... on ne peut pas compter sur eux. Ils se tireraient une balle dans le pied en écrivant le RIC qui rendrait le pouvoir au peuple. Alors, le RIC, il va changer le paradigme sur le fait que actuellement, nous sommes gouvernés par des gens qui nous dominent, par des dominants. Et le RIC permet justement de renverser ce paradigme-là. C'est le peuple souverain qui domine ses représentants, non pas pour les brimer, mais simplement pour les remettre à une place de serviteurs du bien commun.
Et je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de représentants. On a forcément, si on était nous quatre là, on pourrait prendre nos décisions sans représentants, mais quand on est 60 millions, on est obligé de déléguer des tâches. Pour élever nos enfants, ça va être une institutrice, enfin pour apprendre certaines choses, etc. Pour faire pour être un juge arbitre, on a besoin de justice. Enfin, on a besoin de représentants. Et pour faire les lois, mais tous ces gens-là doivent être des serviteurs du peuple, ne doivent pas devenir des maîtres. Donc la vraie démocratie fait peur aux gens en disant le peuple est irresponsable. Mais quand des gens sont pas mis en situation de responsabilité, c'est normal qu'ils soient irresponsables. Dans un rapport, même dans une entreprise où il y a un rapport de force entre le patron et les salariés, le patron, il est payé pour avoir la plus grosse marge possible. Les salariés, ils ont envie d'avoir le plus grand pouvoir d'achat possible. Si on ne regarde que ces choses-là, eh bien, on va forcément au conflit et c'est déresponsabilisant. On n'est pas dans une gestion. C'est pareil au niveau d'un pays. À partir du moment où on prend les décisions ensemble, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on déséquilibre le budget du pays, comment est-ce qu'on gère l'argent, comment est-ce qu'on équilibre en fait ce que nous produisons avec ce que nous consommons, tout simplement, et comment est-ce qu'on le répartit. Donc quand on rentre dans ce paradigme-là, les gens sont responsables et ils ne vont pas faire des conneries. Dans une copropriété, les gens veulent payer le moins de charges, les copropriétaires, je parle, veulent payer le moins de charges de travaux possibles, mais ils ne veulent pas non plus que leur immeuble s'écroule. Donc ils vont quand même aussi voter des travaux qui vont leur occasionner des charges. Ça sera pareil pour des citoyens. Alors les inconvénients du RIC, il y a des gens qui ne veulent pas être responsables, il y a des gens qui veulent rester enfants. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement qu'une question de volonté. On est élevé avec des réflexes de vouloir s'en remettre à celui qui sait et de ne pas vouloir se prendre la tête avec des choses comme ça. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut se responsabiliser, c'est de devenir adulte, c'est l'inconvénient de l'ado qui ne veut pas grandir. Quand on demande de voter à des gens sur une question précise, un des pièges, c'est qu'elle ne soit pas contextualisée. C'est-à-dire qu'il faut... si on prend la question de voulez-vous l'augmentation du SMIC, il y a des tas de gens qui trouvent que les smicards ne sont pas assez payés, y compris d'ailleurs des petits patrons, mais en même temps, si on se contente de se poser cette question-là, ils savent que s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement, leur boîte elle coule si on augmente le SMIC. Donc ils sont pour l'augmentation du SMIC, mais ils vont voter non. Donc le piège à éviter, c'est d'avoir des questions trop pointues qui ne permettent pas d'envisager les mesures d'accompagnement globales. Parce que si on revoit le système économique ou la façon dont les smicards vont pouvoir être payés par tous les acteurs qui les emploient, il faut, en même temps qu'on pose la question du SMIC, poser la question de comment est-ce que les petits patrons et les petites boîtes qui couleraient, si on se contente de ça, vont pouvoir survivre. Et donc, il faut, donc le piège à éviter, c'est d'avoir des questions trop pointues qui n'envisagent pas la globalité. Actuellement, le peuple n'est pas souverain et on n'a pas de constitution en ce sens au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que quand on n'a pas de séparation des pouvoirs, on n'a pas de constitution. Actuellement, on voit le pouvoir judiciaire est soumis à l'exécutif, le pouvoir financier le pouvoir médiatique est soumis aux ultra-riches. Or, le pouvoir médiatique qui assure l'information des citoyens, c'est lui qui détermine l'opinion des citoyens. Donc il faut être capable dans le cadre d'un RIC équilibré, il faut être capable de s'assurer que les médias seront équilibrés. Et ça, on ne peut pas le faire avec nos institutions actuelles. Il faut donc la Constitution provisoire de transition prévoit une vraie séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, médiatique, financier, il y a la création monétaire dedans.
et le pouvoir constituant. C'est-à-dire que, je n'ai pas dit le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le pouvoir constituant, ce sera des gens tirés au sort qui s'assureront que les 5 autres pouvoirs respectent la Constitution, qui feront de la veille constitutionnelle, ils ne seront pas, eux, en train de pondre des articles de Constitution interlariaux, ils s'assureront des choses qui vont bien, qui marchent, qui ne vont pas bien, etc. Et leur rapport suscitera des initiatives pour changer ce qui ne va pas bien. Donc, là, je vais donner un exemple sur la séparation du pouvoir judiciaire, par exemple. Actuellement, le pouvoir judiciaire est soumis au parquet. Le parquet est soumis au ministre de la Justice, donc au président de la République. Et donc, on va dire que le pouvoir judiciaire est soumis au parti qui gagne les élections. D'une façon, on peut le dire comme ça. Et par l'intermédiaire du parquet et des procureurs. Là, alors le rôle du procureur, c'est à la fois de classer sans suite certaines plaintes, de nommer des juges d'instruction et de faire appel ou d'ordonner les dépaysements. Eh bien, toute cette partie-là, on la remplace par une chambre de citoyens tirés au sort, qu'on appelle la chambre des poursuites, qui, en fait, détache complètement le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et qui prend ces décisions-là à la place. Et donc, les juges actuels jugeront mieux parce que leur carrière ne dépendra pas de procureurs, etc. Et donc, la première chose à faire sur le pouvoir judiciaire, dans une constitution provisoire, qui ne se veut pas définitive, mais constitution provisoire, elle va assigner comme tâche au gouvernement alors, je termine en 30 secondes, d'expédier des affaires courantes, de mettre en place un processus constituant avec une assemblée constituante tirée au sort, elle sera soumise au RIC, l'assemblée constituante sera soumise au RIC, et il y aura juste des mesures d'urgence qui ne sont même pas dans les articles de la Constitution, mais qui sont dans les annexes, et qui seront le fruit des revendications sociales qui auront imposé cette Constitution, à savoir, par exemple, amnistie des prisonniers politiques, suppression du CICE, rétablissement de l'ISF, mais ça c'est discutable aussi, voilà, des mesures d'urgence, et puis une vraie séparation des pouvoirs et un processus constituant.